Contempler une reine d'une telle force qu'elle défia les papes, déjoua les assassins et étendit des empires. Cependant, dans l'enceinte du palais, son corps se dégrada sous des couches de parfums, de poison et de vanité royale. La reine Élisabeth y était une énigme vivante. Emblème de la royauté divine, mais en réalité, une femme qui ne s'était pas lavée correctement depuis des mois. Une souveraine vénérée par Shakespeare, mais qui trouvait la mastication douloureuse. Une politique non conformiste, dissimulant son visage délabré sous un déguisement chimique. L'histoire la loue pour sa magnificence, pourtant cette vidéo dévoile le revers de sa façade poudrée. Car la reine vierge était célèbre pour ses habitudes d'hygiène les plus répugnantes, périlleuses et putrides jamais documentées dans les chroniques royales. Des dents pourries qui empestaient la cour, des perruques grouillant d'asticots, une peau si empoisonnée par les cosmétiques qu'elle s'écaillait, et des funérailles si fétides qu'elles vidaient presque les rues. Il ne s'agissait pas seulement de bizarreries, mais de fixations, nées de la peur, du pouvoir et du fardeau de l'image. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi Élisabeth, malgré son masque de royauté, était crainte même par ses proches, et pourquoi sa vérité pourrissante persiste encore dans les rumeurs historiques concernant l'odeur de son cadavre. Avant d'entrer dans les détails, indiquez votre lieu de visionnage dans les commentaires, nous apprécions les commentaires des spectateurs du monde entier. Si vous êtes prêt à découvrir les aspects désagréables de cette histoire, cliquez sur « J'aime », partagez cette histoire avec un ami qui idéalise la vie royale et abonnez-vous à Histo Eureka pour découvrir d'autres récits terrifiants, sombres et étonnants que l'histoire a choisi d'édulcorer. Êtes-vous prêts? Commençons par sa plus célèbre affliction. Imaginez que nous sommes à la fin du XVIe siècle, vous êtes un ambassadeur chargé de négocier avec la personnalité la plus influente d'Europe. En entrant dans son grand hall, baigné d'une lumière dorée traversant les vitraux, elle se tient là, majestueuse, posée et resplendissante. Puis elle parle, et l'odeur vous assaille comme un coup au ventre. Vous vous efforcez de rester impassible. Les larmes vous montent aux yeux. Une question vous traverse l'esprit, quelque chose s'est-il décomposé à l'intérieur? En effet, la reine Élisabeth n'était pas seulement connue pour son halitose, sa cavité buccale abritait une cavité cariée, avec des dents décolorées obstinément collées à ses gencives comme des cadavres récalcitrants. Les visiteurs le documentaient, les courtisans en murmuraient, et même ses assistants personnels imploraient une intervention dentaire. Pourtant, Élisabeth restait déterminée. Elle était plus qu'une reine, c'était une femme. Pour elle, la douleur symbolisait la faiblesse. Le déclin de ses dents a commencé vers la vingtaine, une combinaison de facteurs génétiques, de stress et d'une alimentation riche en sucre importé de ces chères colonies des Caraïbes. Le sucre symbolisait le statut social. Et Élisabeth? Elle s'en délectait. Des brosses à dents étaient disponibles, imaginez, un chiffon imbibé de sel ou de suie, utilisé pour frotter l'émail avec à peu près la même efficacité que de lécher une pierre. Au lieu que les nobles aient recours au corail moulu, à la cendre de romarin ou même à l'urine pour leurs soins dentaires, aussi surprenant que cela puisse paraître, Élisabeth préférait quelque chose de bien différent, le miel, un miel sucré et potentiellement cariogène. Elle était convaincue qu'il protégeait ses dents, même si les historiens affirment qu'il accélérait leur carie. À la quarantaine, plusieurs de ses molaires étaient déjà tombés. Il ne restait que des moignons noircis, souvent décrits par les dignitaires étrangers comme des chevilles sans vie dans un champ ensanglanté. Mâcher devint un spectacle. Des courtisans racontèrent l'avoir vu se contorsionner de douleur en mastiquant du pain mou. Les viandes dures? Oubliez ça. Ces cuisiniers commencèrent à tout faire bouillir, y compris la volaille, jusqu'à ce que le tout se transforme en bouillie grise dans l'assiette. Pourtant, personne n'osait aborder le sujet. Un médecin proposa une extraction dentaire. Elle lui ordonna de ne jamais revenir. Lorsqu'un autre suggéra d'extraire une dent cariée, elle exigea qu'il s'enlève d'abord une, pour prouver que cela ne ferait pas mal. Il obtempéra. En public. Il a crié, saigné, s'est effondré. Elle a souri. Elle disparut, la mâchoire toujours serrée. La véritable terreur n'était pas la douleur, mais la fierté. Élisabeth comprit qu'elle se détériorait, mais afficher sa vulnérabilité pouvait nuire à son image. À une époque où les femmes étaient perçues comme délicates, elle ne pouvait se permettre de montrer des signes d'inconfort. Au lieu de cela, elle inventa des rituels. Elle utilisa des pétales de rose pour masquer l'odeur de ses gencives, mâcha des clous de girofle et de la cardamome pour adoucir son haleine, et fit fabriquer des couverts en métal argenté pour que ses dents paraissent majestueuses lorsqu'elle mangeait. Cependant, l'argent ne parvint pas à masquer l'odeur.
Il ne supprima pas la toux des dignitaires étrangers qui avaient du mal à la côtoyer pendant les discours. Et il n'empêcha pas les fuites, les lettres qui révélèrent son secret. Un ambassadeur d'Espagne écrivit à son pays, « Elle est captivante, intelligente et majestueuse. Pourtant, je dois l'admettre, sa bouche est un petit cimetière. » À mesure que ses dents s'effritaient, son élocution se transforma. Les mots devinrent pâteux. Son oratoire réputé se transforma en marmonnement. Shakespeare adaptait les répliques de ses pièces afin d'éviter des mots nécessitant une prononciation claire pour une reine qui peinait à manger en public. Les banquets d'État se transformaient en drames lorsqu'elle levait son gobelet, feignait un sourire, puis se retirait derrière des éventails et des paravents pour consommer en privé ou s'abstenir complètement. Ses servantes prêtaient serment de discrétion. Cependant, certaines rompaient ce serment, leur souvenir étant terni par le dégoût. L'une d'elles griffonnait, l'odeur était profane, ne faisant pas référence à ses pots de chambre, mais plutôt à l'haleine de Sa Majesté. Même ses médecins, tout craintifs qu'ils étaient, tentèrent d'intervenir. Ils proposèrent des plombages à la feuille d'or pour ses dents. Pourtant, elle rejeta leurs conseils. Ils suggérèrent des bains de bouche réconfortants aux herbes. Elle les accusa plutôt de sorcellerie. Finalement, la carie atteignit sa mâchoire. Dans ces dernières années, la chair sous ses joues s'affaissa, la douleur se propageant dans son cou jusqu'aux oreilles et aux tempes. Pourtant, elle refusa toute aide. Le pouvoir d'Élisabeth ne tenait pas seulement aux armées ou à la loi, mais à son image jeune, immortelle, divine. Cette image immaculée devait rester intacte. Elle intensifia donc le rouge à lèvres, força des sourires malgré la douleur et interdit toute vue sans maquillage. Ses portraits représentaient une vérité différente, des dents nacrées, des lèvres roses, une perfection inaccessible. C'étaient des tromperies, créées par des peintres craintifs qui savaient que révéler la véritable Élisabeth pourrait leur coûter la vie. La Reine Vierge choisit la décadence plutôt que la vulnérabilité dans sa quête de jeunesse éternelle. Sa bouche devint un tombeau caché qu'elle portait en elle, et personne n'osa le déterrer. Ce n'était que le début. Sous sa perruque se cachait peut-être une horreur encore plus grande. Parlons de l'eau. Pure, revitalisante, innocente? Pas pour Élisabeth. Elle la voyait comme un adversaire. La Reine Vierge se méfiait de l'eau non seulement dans sa coupe, mais aussi sur sa peau. À une époque où les rivières d'Angleterre servaient d'égout et où les théories médicales étaient sujettes à caution, l'appréhension d'Élisabeth n'était pas totalement injustifiée. Cependant, sa peur se transforma en obsession. Elle développa la conviction que l'eau pouvait pénétrer ses pores et transmettre des maladies au sang. Se baigner n'était pas hygiénique, c'était mortel. Ses médecins royaux confirmèrent cette folie, la mettant en garde, « Baignez-vous, et votre corps pourrait ne jamais sécher de l'intérieur. Votre essence même pourrait se noyer dans l'humidité. » Elle opta donc pour une alternative, le parfum. À profusion. Son hygiène quotidienne se transforma en un rituel de superposition trompeuse. Au lieu de nettoyer son corps, elle le dissimulait. Des domestiques lui fournissaient des tissus imbibés de vinaigre, d'eau de rose et de vin pour tamponner délicatement, sans jamais frotter, la surface de sa peau. Non pas pour la nettoyer, mais simplement pour la parfumer. Les robes d'Élisabeth étaient imprégnées d'huile de bois de santal, de myrrhe et de musc. Ces huiles servaient à masquer l'odeur émanant de sous les amas de chair non lavée. Elle portait jusqu'à 6 couches de vêtements, même en été. Corset, chemise, jupon, corsage, sous ces couches, sueur et peau s'entremêlaient dans une symphonie odorante. L'arôme était plus qu'agréable, il était notoire. Un envoyé français raconta comment, en s'approchant d'elle, il avait senti une odeur écœurante de pourriture teintée de rose, donnant presque des hauts le cœur. Dans ses appartements, l'atmosphère était chargée d'encens, de sachets de lavande et de linge sale. Élisabeth résistait à toute tentative de changer fréquemment ses draps. Elle attribuait l'odeur de son propre corps à l'ancrage de ses rêves. Ses servantes, tenues au secret et souvent nauséeuses, partageraient plus tard leurs anecdotes. L'une d'elles racontait que la chemise de nuit de la reine était si raidie par la sueur et l'huile qu'elle tenait debout sans aide. Et pourtant, elle était méticuleuse en matière de propreté. En principe, elle exigeait de ses courtisans une apparence impeccable. La moindre bouffée de sueur pouvait entraîner une semaine d'exil de la cour. Cependant, ses rituels personnels. Un voile de tromperie. Elle possédait une baignoire ou une splendide baignoire en porcelaine ornée de chérubins en or qui l'accompagnait lors de ses voyages royaux. Rarement utilisé, et lorsqu'il l'était, il était loin d'être impeccable.
Le rituel du bain d'Élisabeth commençait par une dispersion de pétales parfumés aux roses, violettes, souciées par des servantes anxieuses. Ensuite, de l'eau tiède y était soigneusement versée, toujours ni trop chaude ni trop froide, et bénie par un prêtre de la cour. Une fois la baignoire remplie, la reine s'y immergeait doucement et restait assise, non pour se laver, mais pour savourer l'arôme. Les servantes n'avaient pas le droit de la regarder directement, attendant en silence qu'elle se trempe au milieu des huiles en décomposition, des pétales flottant au vent et des résidus de jours, parfois de semaines, sur son corps. L'eau n'était jamais remplacée pendant le bain, des parfums étaient ajoutés au fur et à mesure qu'elle devenait trouble. Musc, civette, patchouli figuraient parmi les fragrances utilisées. Après de longues heures d'immersion, elle se relevait, la peau pâle et ridée, et était enveloppée non pas dans des serviettes, mais dans des draps de satin, destinés à préserver son éclat. À la fin de ces cérémonies de bain, l'eau ressemblait à de la soupe. Son parfum était incomparable. Une servante qualifia l'odeur de « fleurs funéraires trempées dans du lait ». Au cours de ces rares cérémonies, le corps d'Élisabeth se décomposait. Sa transpiration se mêlait à des cosmétiques à base de plomb. Ses aisselles étaient rarement touchées. Sa colonne vertébrale? Sans soin pendant des semaines. Pourtant, elle gardait une conviction de propreté. Pour Élisabeth, la propreté était synonyme d'esthétique, et non d'hygiène. Les odeurs surpassaient la stérilité. Les illusions transcendaient les infections. Cependant, son corps commença à se rebeller. Elle développa des éruptions cutanées sur les cuisses, des plaies ouvertes sous son corset. Des flocons de parfum accumulés adhéraient à ses bras comme des écailles. Les médecins la mirent en garde. Ils la supplièrent de se laisser laver soigneusement, même momentanément. Pourtant, elle refusa. Un jour, un médecin tenta d'appliquer une pommade nettoyante derrière ses oreilles. Elle hurla, l'accusa de sorcellerie et le fit retirer. La peur de l'eau était illogique. Mais elle était aussi puissante. Pour Élisabeth, le monde regorgeait de toxines, et l'eau, l'élément le plus pur, s'était transformé en une menace des plus dangereuses. Elle n'était pas la seule à ressentir cette appréhension. Nombre d'aristocrates évitaient les bains. Pourtant, Élisabeth transforma ses habitudes en une forme de défiance spirituelle. Elle percevait sa peau comme une éponge, absorbant la puissance des huiles. La sueur était son moyen de purification, le purificateur de son âme. Elle jugeait son parfum divin, malgré le dégoût qu'il inspirait à d'autres. Les souverains étrangers la ridiculisaient en privé, raillant la rose d'Angleterre comme pourrissant sur sa tige. Pourtant, personne n'osait lui parler en face. Depuis qu'elle était reine, son odeur devint indissociable du trône. Intouchable, sacrée, inspirant la peur. Alors que ses habitudes de bain diminuaient, une autre obsession émergea, la peinture. Pour dissimuler la dégradation de sa peau, qui n'avait pas vu de savon depuis des années, Élisabeth commença à s'enduire de pigments blancs à base de plomb. Le parfum masquait l'odeur. La poudre dissimulait les lésions. Pourtant, rien ne pouvait cacher la vérité. Sous tout cela, le parfum, le musc, le mythe, se cachait un corps succombant à sa propre grandeur. Le maquillage ne sert pas seulement à la beauté, mais pour une monarque comme Élisabeth il devient une armure, une propagande et une proclamation de divinité. Pourtant, la substance même qui accentuait son élégance royale la déformait peu à peu de l'intérieur. Car le teint pâle emblématique de la reine Élisabeth n'était pas inné, mais obtenu artificiellement. Il était méticuleusement appliqué et superposé au fil du temps, telle une seconde peau, avec une concoction connue sous le nom de céruse vénitienne. Ce cosmétique était l'incarnation de la mode européenne à cette époque, cependant, il était aussi mortel. La céruse vénitienne était essentiellement du plomb blanc mélangé à du vinaigre, le même plomb que nous associons aujourd'hui aux lésions neurologiques, à l'insuffisance rénale et à la mort. Élisabeth appliquait quotidiennement cette concoction toxique pour dissimuler ses imperfections. Ce n'était pas seulement un exercice de vanité, elle avait des cicatrices à cacher. En 1562, elle fut victime de la variole. Bien qu'elle ait survécu, la maladie laissa sur son visage des marqués des piqûres indélébiles qui la remplissaient d'effroi. À seulement 29 ans, elle ne supportait pas l'idée que son visage abîmé soit exposé au regard du public. Elle eut alors recours à la céruse, une pâte épaisse qui la transforma en une statue vivante, illuminée par la lumière des bougies, suscitant l'admiration des cordiers et des poètes qui la surnommèrent, à la peau argentée, en tant qu'être divin. Son image était dépeinte comme éthérée par les peintres, mais la céruse refusait de rester superficielle. Elle s'infiltrait par les pores,
dans le sang, les os et le cerveau, pourrissant son visage. Sa peau desséchait, pelait, se craquait, pourtant, elle persistait à en appliquer davantage, masquant la décomposition, perpétuant la mascarade. Sous la peinture, des plaies apparaissaient. Ses joues étaient marquées d'ulcères, mais le maquillage, intact par les servantes, était simplement rafraîchi. La chair infectée était repeinte à maintes reprises jusqu'à ce que son visage ressemble à un masque d'agonie. Vers la quarantaine, le visage expressif d'Élisabeth s'était figé, provoquant des fissures saignantes même à un sourire. Les portraits de cette époque la montrent figée, majestueuse, sereine, mais cette immobilité était une contrainte. Chaque mouvement était source de douleur, et ce n'était pas seulement la céruse, sa routine cosmétique consistait en des concoctions toxiques pour obtenir des joues rouges au cinabre. Du sulfure de mercure, le composé qu'elle utilisait pour son rouge à lèvres. Du vermillon, une autre substance mercurielle qu'elle employait, était appliquée sur sa peau craquelée et ensanglantée. Ses yeux étaient cernés de noir de fumée, composés de suie et de cendre. Ses pupilles dilatées, obtenues grâce à la belladone, une plante hallucinogène. Un ambassadeur avait décrit ses yeux comme des « lunes remplies de sang ». Chaque produit utilisé lui coûtait cher. Chute de cheveux, disparition des sourcils et affinement des cils en étaient les conséquences. Elle poudrait son front, se maquillait de nouveaux sourcils et portait des perruques, imposantes masses rouges de crin de cheval et de parfum. Malgré les supplications et les avertissements des médecins concernant la désintégration de sa peau, elle persistait. « Mon visage est mon trône », déclarait-elle. Ce n'était pas seulement de l'obstination, c'était de la peur. Élisabeth dirigeait une cour obsédée par la jeunesse et la pureté. Révéler sa faiblesse, c'était provoquer le désordre, la rébellion et le conflit. Elle s'est donc accrochée plus étroitement à la peinture, au mythe et à la folie, même si les symptômes se sont détériorés. L'intoxication au plomb provoquait chez Élisabeth tremblements, insomnie, irritabilité et folie. Elle se manifestait par de la paranoïa, des accusations de trahison, des accès de colère envers ses servantes pour des délits insignifiants, des raideurs osseuses et de potentielles lésions articulaires dues à la toxicité du métal. Ses doigts se recroquevillaient et elle développa un dos voûté. Malgré cela, chaque matin, elle se soumettait à un long rituel, huile, poudre, peinture, fard à joues et encore poudre, le tout à la lueur des bougies et en sueur. Ce processus prenait des heures, la laissant radieuse mais épuisée, provoquant souvent des évanouissements pendant les séances. Ses médecins attribuaient ces évanouissements au surmenage, mais savaient secrètement qu'il s'agissait du poison. Une servante raconta plus tard avoir retiré une couche de céruse, révélant une plaie ouverte en dessous qui la fit vomir. Élisabeth répondit par une gifle. En public, elle restait la reine vierge, immortelle et divine, en privé, elle se décomposait. Personne n'osait en parler. Les ambassadeurs plaisantaient dans leurs lettres. Elle empeste comme un être autrefois angélique gâté, écrivait l'un d'eux. Le parfum ne pouvait dissimuler la pourriture qui se cachait sous ses traits. Pourtant, les sujets d'Élisabeth restaient inconscients. Son image publique était méticuleusement soignée, à la manière des influenceurs modernes. Les tableaux étaient retouchés, les descriptions censurées. Sous des couches de poudre, son corps frêle et enflammé se dissimulait. Dans ces dernières années, elle interdit les miroirs dans ses appartements. Personne ne pouvait lui révéler la vérité, pas même elle-même. Elle dépérissait progressivement. Sa mâchoire s'affaissait, sa peau jaunissait à cause d'une maladie du foie et d'un empoisonnement au plomb, autres symptômes. Pourtant, elle persistait à porter de la céruse. Même sur son lit de mort, à son décès en 1603, ses assistants refusèrent de retirer le maquillage. Ils insistaient pour que son visage reste divin même après la mort. Cependant, à l'arrivée des embaumeurs, ils enlevèrent la dernière couche. Et altère. Ses joues étaient criblées d'abcès. Ses lèvres étaient soudées. Son front pèlerait. Ses yeux injectés de sang, enfoncés, sa peau sous le menton était entièrement morte. La femme qui régnait sur un empire, assimilée à des divinités, se transforma en cadavre avant même que son corps ne cesse de respirer. Les cosmétiques qu'elle utilisait pour préserver sa jeunesse finirent par corrompre sa chair. Le visage d'Élisabeth devint la réalité la plus sombre de son règne. Ce pouvoir ne peut arrêter la décomposition. La beauté ne peut échapper à la mort. Même les souverains les plus puissants abritent la pourriture sous leur trône. Pourtant, elle n'était pas l'aspect le plus macabre de sa propre cour. Car caché sous ses perruques se cachait une horreur unique. La royauté revêt diverses formes, et pour Élisabeth Ire,
l'une de ses plus célèbres n'était pas faite d'or ni ornée de rubis. Elle était faite de cheveux, de poudre, de collets, parfois, d'insectes. Les perruques d'Élisabeth n'étaient pas de simples accessoires de mode, elles dissimulaient une façade sinistre, révélant peu à peu une vérité qui s'érodait au fil des ans. À la fin de la trentaine, sa crinière cuivrée, autrefois éclatante, commença à tomber en grosses mèches. C'était une époque où elle appliquait quotidiennement des concoctions toxiques sur son cuir chevelu. Des toxines comme le mercure, le plomb, l'amidon et la suie obstruaient ses pores et détruisaient les follicules. Progressivement, cheveux après cheveux, sa ligne de cheveux reculait. Elle s'inquiétait. À la cour d'Élisabeth, les cheveux symbolisaient la virilité, le pouvoir et la jeunesse. Les perdre, c'était perdre le contrôle. C'est pourquoi elle opta pour des perruques, une multitude de perruques. Chacune plus complexe, parfumée et imposante que la précédente. Certaines étaient tressées, d'autres bouclées, d'autres sculptées dans des formes artificielles. Cependant, tout était non lavé, à l'abri de l'eau pendant des mois, afin d'éviter tout dommage potentiel. La plupart de ces perruques royales étaient confectionnées à partir de crins de cheval, de poils de chèvre, parfois de cheveux humains de servantes ou de défunts. Elles étaient fixées sur des armatures métalliques avec une colle à base d'amidon, d'œufs et de graisse animale. Endommager la perruque risquait de compromettre l'illusion maintenue. Puis, enduite de poudre blanche, les mêmes sirops nocifs appliqués sur sa peau. Là où il y a de l'amidon et de la chaleur, il y a de la vie. Poux, tricots et puces étaient omniprésents. Cependant, quelque chose de plus insidieux résidait dans les perruques d'Élisabeth, des asticots. Des témoins oculaires, autrefois ses domestiques, racontèrent avoir décollé sa perruque un matin et avoir découvert des larves blanches frétillantes près de son cuir chevelu. Ils restèrent silencieux, incapables de révéler la décomposition. Parler de pourriture était une trahison. Au lieu de cela, ils époussetèrent la zone, l'imbibèrent de lavande et remis la perruque à sa place. Les émissaires étrangers remarquaient fréquemment une odeur particulière de moisi émanant de la couronne d'Élisabeth. Ni de sueur ni de parfum, mais une odeur organique. Un diplomate italien écrivit « La reine d'Angleterre orne sa tête d'un jardin, même si je soupçonne qu'il abrite bien plus que des fleurs. » Un autre ambassadeur s'évanouit lors d'une audience. Les rumeurs suggéraient que c'était la puanteur de son cuir chevelu. Pourtant, Élisabeth resta imperturbable. Ses perruques n'étaient pas facultatives, elles étaient cérémonielles. Chaque journée commençait par un rituel de la perruque. 2 assistantes, 3 gardes et un prêtre étaient présents. Le silence régnait. La perruque devait être sanctifiée avant de pouvoir toucher la tête de la reine. Une mèche perdue était enterrée. Si la perruque bougeait pendant la cour, les procédures étaient suspendues jusqu'à la correction. Certaines perruques étaient si volumineuses qu'une arche d'1,20 m devait être creusée à l'entrée de la chapelle pour son passage. Sa perruque préférée, d'après les archives, était un immense tire-bouchon rouge orné de perles, mais il pesait près de 9 kilos. Pour la porter, elle avait besoin d'un collier en acier sur mesure. Sous ce collier gisait l'agonie de son cuir chevelu, plaies, pustules, mycoses, plaies ouvertes sous le poids. Malgré cela, elle persistait à le porter. Lorsque les médecins supplièrent que sa peau soit exposée, elle rétorqua avec colère « Mon cuir chevelu ne sert pas vos hypothèses mesquines, il soutient la couronne. » Sa motivation n'était pas uniquement la vanité. Élisabeth se considérait comme un symbole ou une icône, une déesse, une lumière directrice pour unir l'Angleterre. Craignant que les fractures capillaires n'entraînent une fragmentation du royaume, elle ajouta du poids et de la hauteur à ses perruques, les rendant plus dangereuses. Pour les maintenir en place, elle utilisait de nombreuses épingles, dont certaines laissaient de profondes blessures et saignaient, finissant par s'enfoncer dans son cuir chevelu. Toute intervention médicale était interdite, elle préférait le sang à la calvitie. Durant l'hiver 1601, une servante rapporta qu'elle s'était évanouie lors d'une réunion à la cour à cause d'une infection, la pourriture ayant atteint son crâne. Pourtant, la cérémonie se poursuivit, la perruque étant réappliquée avant qu'elle ne reprenne conscience. Chaque événement à la cour devint une danse sanglante. Des serviteurs l'entouraient avec des éventails parfumés, des servantes lui tamponnaient le front et des pages réajustaient la lourde couronne de boucles sur sa tête. Derrière des portes closes, les perruques étaient conservées dans une pièce fermée à clé, gardées la nuit et nettoyées avec des bains de vinaigre et un séchage rapide sur des charbons ardents. Cependant, elles ne séchaient jamais complètement, favorisant le développement de moisissures dans leur doublure. Elles se trouvaient autrefois dans l'étui de voyage contenant ces perruques ornées, un fait qui ne fut jamais contesté. Les perruques avaient acquis un statut sacré,
et les dénigrer équivalait à un blasphème contre la reine elle-même. Lorsqu'une noble femme murmura que les cheveux d'Élisabeth sentaient les tombeaux humides, elle fut bannie en Cornouailles en moins d'une semaine. Personne n'osa réitérer une telle insolence. Les perruques n'étaient pas seulement répugnantes, elles étaient mortelles. La poudre de plomb qu'elle y appliquait, destinée à imiter son teint, s'infiltrait dans son cuir chevelu et se répandait dans son sang. Les historiens modernes supposent que les symptômes qu'Élisabeth souffrit durant ces dernières années aux confusions, tremblements, évanouissements étaient les symptômes d'un saturnisme chronique. L'origine de ce phénomène était peut-être la couronne qu'elle portait. À la fin, son cuir chevelu s'était tellement détérioré qu'elle porta une calotte en maille de fer sur mesure sous ses perruques, ce qui lui arracha la peau. Pourtant, l'illusion de grandeur persista. Ses cheveux avaient disparu, son corps s'était décomposé, mais sa façade de magnificence continuait de prospérer. À ces derniers instants, elle demanda une perruque à entretenir. Elle rendit son dernier souffle sous une perruque de crin de cheval et de poudre, dont l'arôme de lavande contrastait avec la décomposition. À sa mort, son corps était si affaibli, si décomposé, que les croque-morts refusèrent de lui retirer la perruque avant l'embaumement, craignant ce qui se cachait en dessous. La perruque rampante resta en place même dans la mort, marquant la dernière couche d'une vie construite sur l'apparence. Un témoignage de monarchie, un masque qu'elle ne quitta jamais. Cependant, même ces perruques n'étaient pas aussi troublantes que ce qui était arrivé à son corps post-mortem. Car le dernier scandale de propreté éclata après son arrêt respiratoire. La reine Élisabeth y régna plus de 4 décennies. Mais dans ces dernières semaines, la femme autrefois vénérée comme divine se désintégrait, littéralement. Son corps, comme son royaume, se dégradait. Ses proches décrivaient une étrange quiétude. La reine ne plaisantait plus. Ne complotait plus. Ne se parait plus de grandeur. Elle restait silencieuse, raide, immobile. Enveloppée de velours. Elle regardait fixement, refusant nourriture, eau et repos. Ses gardiens la suppliaient de dormir. Elle se contenta de secouer la tête. Si je ferme les yeux, murmura-t-elle, je ne les rouvrirai pas, et effectivement, la mort survint en mars 1603. Pourtant, elle apporta un spectacle imprévu et macabre. Son corps se décomposait à un rythme accéléré, plus vite que quiconque aurait pu le prévoir, ce qui inquiétait la cour. Les médecins royaux attribuèrent ce phénomène à son âge, au temps humide et aux bougies trop près de sa peau. Pourtant, la vérité était bien plus simple et terrifiante. Élisabeth s'était empoisonnée lentement depuis longtemps avec des sirops, du mercure, du plomb, du parfum et des moisissures. Son corps s'était transformé en une catastrophe chimique à combustion lente. À sa mort, la destruction éclata. Ses servantes furent les premières à observer le changement, la peau sous ses yeux gonfla, ses lèvres s'assombrirent, sa mâchoire perdit sa définition, non pas à cause du relâchement, mais à cause d'une détérioration interne. L'odeur fut instantanée. Malgré des couches successives de cosmétiques, de parfums et d'huile, rien ne parvint à enrayer sa progression. Son corps affaibli, empoisonné, commença à exsuder des fluides. Un liquide sombre suintait de ses narines. Son cou enfla. Ses doigts se tordirent comme des feuilles fanées. Ils tentèrent divers remèdes. Brûler des herbes aromatiques. Infuser de rose dans la pièce. Fermer les fenêtres. Une servante déposa même un bol de vinaigre ouvert au pied de son lit, une méthode traditionnelle pour masquer l'odeur de décomposition. Cependant, cela se révéla inefficace. La chambre fut déclarée interdite d'accès. Même ses plus fidèles servantes commencèrent à vomir. L'une s'effondra, inconsciente. Une autre vomit cachée derrière un rideau. Pourtant, Élisabeth resta. Exposée, parée d'or et enfermée à 2 reprises dans un cercueil renforcé au bord cramoisi en raison de la forte odeur. Personne n'osa dire la vérité. La reine vierge se détériorait à une vitesse que son titre ne pouvait garantir. Ses funérailles furent reportées. Les courtisans débattirent de la manière d'exposer le corps. Fallait-il retirer la perruque? Le maquillage ajusté? Aurait-il pu ouvrir le cercueil sans libérer la puissante pourriture? Les embaumeurs travaillèrent sans relâche toute la nuit. Pourtant, leur équipement leur fit défaut dès leur découverte. Sa peau s'était déchirée sous des couches de peinture. Ses joues s'étaient affaissées. Un œil s'était partiellement enfoncé dans son orbite. Le visage autrefois magnifique de l'Angleterre était méconnaissable. Pourtant, elle était exposée aux yeux du public. Ils suivirent donc la procédure habituelle.
Ils la dissimulèrent sous un voile de tromperie. Le masque mortuaire fut repeint. Une représentation idéalisée de la reine apparut. Sereine, parfaite, sans tache. Un visage de cire masquant la réalité. Ses mains étaient gantées. Ses lèvres étaient cousues. Son cou était enveloppé d'une dentelle si dense que seule sa mâchoire était à peine visible. Tandis que le cercueil traversait Londres, des larmes coulaient de la foule. Ils ne remarquèrent pas la pourriture. Ils manquèrent les taches sombres qui avaient commencé à suinter à travers la doublure de soie. Pour eux, c'était une légende. Cependant, les gardes qui encerclaient le cercueil reçurent l'ordre de changer de position toutes les 10 minutes. Même à l'extérieur, l'odeur était étouffante. Un spectateur rapporta avoir vu des mouches se rassembler près de la bière, non pas celle des fleurs, mais celle du cercueil lui-même. À l'intérieur gisait la reine autrefois majestueuse, en train de se dégrader. C'était son maquillage qui l'avait empoisonné, ses perruques qui couvraient son cuir chevelu et le parfum qui imprégnait sa peau, tout cela se mêlant désormais à la décomposition. Les médecins qui examinèrent plus tard sa dépouille observèrent un gonflement anormal. Son torse présentait des brûlures chimiques, une coloration particulière de ses organes internes, un foie noirci comme du charbon, des os poreux, des poumons remplis de sédiments et peut-être des résidus d'années d'inhalation de cosmétiques toxiques. Ils refusèrent de décrire son cerveau. Aucun membre de la famille royale ne s'était jamais décomposé aussi rapidement, ni n'avait autant porté la mort de son vivant. Pourtant, son image persistait. Les portraits continuent de la représenter radieuse et immortelle, la peau claire et le sourire aux lèvres. Pourtant, sous la peinture se cachait une femme morte bien avant de cesser de respirer.